Nous allons parler d'un robot qui veille à l'état émotionnel des personnes, enfin des personnes, et notamment des personnes âgées, avec Tanel Petelot, qui est le cofondateur et CEO d'Emobot. Bonjour Tanel. Bonjour Frédéric, merci de me Peut-être recevoir. peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Emobot. De quoi s'agit-il? D'accord. Moi, je suis Tanel Petelo, j'ai 23 ans, je sors de Centrale Supélec et j'ai rencontré à Centrale Supélec, donc, qui est une école d'ingénieurs qui fait beaucoup de recherches, j'ai rencontré un chercheur qui s'appelle Renaud Séguier et qui m'a proposé de travailler sur une problématique qui pouvait être, à auquel on pouvait appliquer ce qu'on savait faire en recherche au niveau de l'analyse émotionnelle. Et du coup, on a trouvé comme terrain de problématiques diverses les EHPAD. Et on a décidé de créer Mobot après justement les scandales qu'on a pu voir à partir de janvier 2022, et donc les scandales Orpea puis Corian, ce qui nous a amené à créer Mobot du coup le 4 avril 2022. Et on a essayé de faire émaner un produit qui venait vraiment du terrain, qui s'appelle Emobot, et qui est un robot qui est là pour veiller à l'état émotionnel des personnes âgées, en continu et sur un temps long. Et donc le Voilà. but est de rassurer tout le monde. La première question que j'ai envie de vous poser en regardant l'émission, c'est comment ça fonctionne? Ça se présente sous quelle forme? Bon, je pense que je mettrai on va mettre une image, mais comment ça se présente et puis comment ça fonctionne? Ouais. Alors en fait, Emobot, c'est très très simple. C'est une technologie qui n'est pas une technologie à être utilisée, c'est une technologie euh, vraiment géronto-adaptée, donc adaptée au public du coup, des personnes âgées. Et c'est rien d'autre qu'un petit corps, un petit robot qui fait 25 centimètres de haut, donc là on voit bien à l'image, et qui détient une petite caméra et un petit ordinateur. Et dans cet ordinateur, il va avoir une intelligence artificielle, donc rien d'autre, en gros une machine à calculer qui va être capable de suivre en regardant la personne, en observant ses gestes, en observant aussi son visage, elle va être capable du coup de suivre son état émotionnel et du coup derrière de remplir des indicateurs qui vont pouvoir aider le personnel soignant, les aidants de manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, le robot, il regarde le visage, il regarde la manière dont on fronce le front, par exemple, quand on bouge le visage, il va regarder quoi? Voilà, en fait, ils regardent ça. Alors en fait, Emobot, c'est hyper intuitif. Nous, on a envie d'avoir un outil qui puisse servir au plus de personnes possible. Et c'est un outil qui va servir de manière intuitive. Et quand je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, Emobot, il essaie de détecter des signes avant-coureurs de la dépression. Et aujourd'hui, la dépression est détectée de façon, on va dire, un peu contradictoire, parce que la plupart des signes avant-coureurs de la dépression sont des signaux non-verbaux, alors même qu'aujourd'hui, quand on va détecter une dépression, ça se fait par intermédiaire d'un médecin, de manière ponctuelle, vous voyez, et on va pouvoir faire verbaliser la personne. Oui, d'accord. Oui, alors que vous, le Et robot, il permet d'analyser sur une longue période, c'est ça, sur il une analyse sur période. une Et longue donc, on arrive période. à voir les évolutions dans les émotions, et pas uniquement un médecin qui voit à l'instant T une personne. Exactement, et en plus, on analyse le langage non verbal. Donc, c'est là où je réponds à votre question, c'est qu'on regarde du coup la gestuelle de la personne, si elle est agitée, au contraire si elle est plutôt endormie, si elle se referme sur elle-même. Et on regarde aussi au niveau de ses émotions, ça va être, est-ce que ça va être du neutre? Est-ce qu'elle va passer par des états progressifs de plus en plus heureux, de plus en plus agités, ou au contraire, est-ce qu'elle va se recentrer sur elle-même, se refermer, être apathique? Et c'est ça qu'on regarde. La question qui me vient, c'est que chaque personne est différente. Donc, j'imagine qu'il y a un temps d'adaptation. Le robot va apprendre un petit peu. Si une personne est toujours en colère, parce que c'est son caractère, le robot va apprendre cela. Mhm. Exactement. En fait, Emobot, nous, on ne regarde pas les choses en absolu. Donc, ce serait impossible, parce qu'évidemment, chaque personne a sa propre signature émotionnelle, si vous voulez. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que nous, on regarde un delta, c'est-à-dire une différence dans le temps, qui nous dit à partir d'un moment, d'une période d'incubation, entre guillemets, où la personne, on va s'adapter à elle. On va regarder la différence sur un temps long. Et c'est là, du coup, en regardant tous les jours, petit à petit, on va pouvoir déceler justement des signaux faibles. C'est ça qui nous intéresse. Et on arrive à détecter enfin, l'état de l'art, de la technologie, entre guillemets, la technologie permet de détecter toutes les émotions. Ouais, en fait, aujourd'hui, quand on parle d'émotion, on a tous un peu notre définition. C'est comme les couleurs, hein. Oui. On Normalement, définit moi, quelque chose. j'apprends en psychologie qu'il y a quatre émotions principales. Si on... voilà. Voilà, ça dépend, mais c'est comme les gens disent aussi, il y Ouais, a plein d'intelligence, intelligence émotionnelle notamment. c'est ça. Nous, justement, on a un cercle des émotions, en fait. Et en fait, quand on parle de cercle, c'est vraiment parce que, vous savez, on pourrait dire qu'il y a 8 émotions, par exemple, on pourrait se battre sur le nombre d'émotions, mais en fait, il y a une continuité entre les émotions. Et c'est justement cette continuité entre cette émotion qui fait que du coup, ce cercle il est diffus. On passe de différents stades à un autre sans passer de énervé à tout de suite heureux, par exemple. Et c'est ça, nous, qu'on va regarder. C'est vraiment les évolutions dans ce cercle de manière continue.
Et en fait, il y a même un truc que les gens ne savent pas, on a plusieurs émotions en même temps. Et du coup, dire qu'on puisse analyser juste une émotion, puis une émotion, puis une émotion, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, on est toujours à peu près à plusieurs endroits dans le cercle. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est pas un instant T, c'est une évolution, en fait. On regarde une tendance. Peut-être pour ceux qui nous suivent, expliquer la genèse, d'où vient l'idée de ce projet. En fait, l'idée, elle vient de deux endroits. Elle vient d'abord du terrain, puisque en fait, la problématique de la prise en charge des personnes âgées en EHPAD, qui du coup a fait émerger Emobot, en fait, on s'est rendu compte en allant en EHPAD et aussi parce que, bah, en fonction des situations familiales, du coup, des gens des personnes qui travaillent chez Emobot, on connaît tous des gens de près ou de loin qui sont dans les EHPAD ou des gens qui étaient dans les EHPAD. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait un problème, un trou dans la raquette dans la prise en charge des personnes âgées et qu'il n'y avait aucun moyen pour les aides-soignants et pour les familles de suivre l'état émotionnel du coup, de leurs proches en EHPAD. Et en fait, je vous donne un exemple d'une personne avec qui j'avais parlé il y a à peu près 3 mois, qui m'avait dit, donc c'est un proche, qui m'avait dit, bah écoutez, moi ma mère, elle est décédée. Et jusqu'à la fin, j'ai jamais pu comprendre, alors même que je venais chaque semaine, je ne comprenais pas les sauts d'humeur, je ne comprenais pas les changements les évolutions d'humeur, je ne comprenais pas comment elle se dégradait, alors même que j'avais l'impression de faire le travail nécessaire, j'avais l'impression d'être là, et pourtant j'étais incapable de faire ça. Et ensuite, la deuxième endroit où ça a émergé, cette idée, c'est les travaux de recherche d'un laboratoire qui s'appelle EMAC, AIMAC, qui est un laboratoire du coup de mon école. Et justement, son dirigeant, enfin le responsable de ce laboratoire, est venu me voir il y a un peu moins d'un an pour justement créer un projet autour, lier l'analyse d'émotions à la prise en charge des personnes en EHPAD. Comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre l'idée et les EHPAD? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs cibles. Vous auriez pu faire un robot pour ceux qui font du développement personnel, par exemple, pour qu'ils comprennent encore mieux leurs émotions. Comment est-ce qu'on arrive à l'idée de l'EHPAD? Ouais. En fait, nous, on arrive à aider de l'EHPAD puisque on a l'impression que la technologie doit être toujours au service de quelque chose. Aujourd'hui, je pense que c'est pas la priorité les coachs de développement personnel. Je pense que la priorité, c'est la démographie des personnes, on va dire en tout cas dans le monde occidental, qui fait que les personnes arrivent de plus en plus tard, euh, arrivent à des âges de plus en plus tard et des pathologies de plus en plus complexes, qui fait que du coup, typiquement, pourquoi on arrive en EHPAD? C'est parce que c'est des gens qui ont des pathologies avec des troubles cognitifs qui sont très complexes. Pour donner un chiffre, à peu près en EHPAD, on a plusieurs chiffres qui s'entremêlent, qui seraient entre 40 et 56% de prévalence de dépression en EHPAD. Il faut imaginer Hmm. que le reste des gens, l'autre partie va tomber en dépression de fait parce que l'EHPAD est un lieu aujourd'hui où les personnes arrivent avec donc des pathologies de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à gérer et avec des phénomènes de perte de repères qui font qu'en fait, ils vont quand même tomber en dépression, ou passer par des stades dépressifs. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de résoudre une vraie problématique. Et aujourd'hui, elle était encore plus criante avec le scandale qui a éclaté cette année, où on s'est rendu compte que ni les résidents n'avaient une prise en charge normale, il y avait peu de transparence avec les familles, et en plus, les aides-soignants étaient démunis face à ça. Actuellement, j'imagine, il y a plusieurs expérimentations dans les EHPAD. Où est-ce que vous en êtes dans les expérimentations? Et deuxième question, comment est-ce que les EHPAD que vous avez contactés, comment est-ce qu'ils réagissent à votre projet? Mhm. Mhm. En fait, il y a eu plusieurs stades. Nous, on a à cœur de toujours aller en EHPAD. En fait, on n'a jamais construit la solution dans nos laboratoires, on l'a toujours construite sur le terrain. Au début, par exemple, on venait avec une caméra et un micro-ordinateur. Et du coup, là, on nous a dit, OK, c'est super ce que vous êtes capable de faire, mais ça va pas du tout être accepté. Les résidents, les familles vont jamais vouloir avoir une caméra, c'est de la surveillance. Et donc, on a fait émerger petit à petit un petit robot avec un aspect neutre, parce qu'on n'a pas voulu quelque chose comme qui se pourrait se faire comme au Japon, aux États-Unis, avec des robots qui sont en fait infantilisants, et donc qui infantilisent les gens. Nous, on prend les gens à leur juste valeur, et on essaie de mettre un dispositif qui ressemble à peu près à une lampe, comme une petite lampe Fatboy, qui d'ailleurs s'allume, elle a un petit faisceau de lumière, un petit halo de lumière, ce qui permet du coup de savoir quand c'est allumé, qui permet de l'éteindre, et en fait, ce qui permet aussi de le mettre dans la chambre comme un objet plastique, comme une lampe de chevet par exemple. Et du coup, aujourd'hui, en termes de terrain d'expérimentation, nous, on a fait évoluer Mobot petit à petit. Et en fait, on s'est rendu compte que pour pouvoir faire justement émerger une technologie telle que de l'analyse d'émotions dans un terrain d'expérimentation comme l'EHPAD, il fallait absolument la tester. Et du coup, aujourd'hui, la façon dont les directeurs d'EHPAD la reçoivent, c'est OK, d'accord, mais la première question qu'ils nous posent, ça va être, mais vous l'avez déjà testé votre robot? Et du coup, nous, on s'est tout de suite attaché avec notre premier client à faire une période de test du coup, qui dure un peu plus de 8 semaines et qui a commencé maintenant il y a un mois dans deux EHPAD en Normandie.
donc l'EHPAD de la maison Val-Fleury, enfin Val-Fleury et la maison normande. Et du coup, on a fait ces tests-là pour aller voir justement quelle était l'acceptation. Donc, on a quand même eu 80% d'acceptation dans l'EHPAD. Sur 43 résidents, il y en a 35 qui ont le robot pour prendre Val-Fleury. Et ensuite, on a voulu aussi mesurer l'impact qu'il y avait pour les aides-soignants et pour les familles. Donc en fait, ce qu'on fait quand on va dans un EHPAD, c'est qu'on arrive avec Emobot, on arrive avec les cofondateurs, et on va d'abord faire une rencontre avec la première équipe d'aides-soignants, parce que souvent il y en a deux dans un petit EHPAD, parce qu'il y a les roulements, vous savez. On leur présente l'objet. Ensuite, évidemment, elles ont des questions, souvent des questions négatives. On essaie d'étayer toutes les questions. Et ensuite, on fait une animation qu'on propose avec les résidents et leurs familles. Et en fait, si on fait une petite animation, c'est un petit jeu. C'est un jeu on fait monter une montgolfière, comme le jeu Flappy Bird, avec nos émotions. Et derrière, on essaie de poser toutes les questions, on pose toutes les problématiques. Et nous, derrière, ça nous fait plein de données. Et derrière, on peut vraiment comprendre la plus-value de notre produit et le faire évoluer. Dans l'idéal, la première version du robot sera commercialisée quand? Ça, c'est une bonne question. Dans l'idéal, on aimerait bien que ce soit commercialisé, je pense, à la fin de l'année 2022. D'accord. Donc, on est sur peut-être un peu avant Noël. Est-ce que vous recherchez d'autres EHPAD en expérimentation ou pas? Complètement, ouais, parce que en fait, au début, donc, nous, on essaie d'aller vite. On se disait, on fait une expérimentation courte, parce qu'on voulait qu'elle soit challengeante, dans le sens où si on arrivait déjà à détecter des signes avant-coureurs sur un temps court, ça montrait la puissance du dispositif. Mais en fait, on s'est rendu compte, du coup, on a programmé une autre expérimentation qui va durer cette fois un an, avec un groupement breton qui s'appelle le groupe GCSMS, Comet Bretagne. Et du coup, on s'est allié avec eux et le CHU de Rennes, ainsi que le Girondif Cause Ensemble, pour faire une expérimentation du coup sous l'égide de l'ANS, l'Agence numérique en santé, sous donc le projet qui s'appelle Structure 3.0. Et là, justement, on va mesurer l'impact sur la qualité de vie au travail des aides-soignants. Ça, justement, on pourra en parler. D'accord. Alors, on peut en parler maintenant. Quel lien vous faites entre ah oui, l'état émotionnel des personnes âgées. Une personne dépressive ou un peu agitée serait suivie tout de suite, un résident, et là, ça va Mhm. soulager le personnel. C'est ça le lien. Ex- Exactement, exactement. En fait, Emobot, c'est vraiment un outil en plus dans la main D'accord. des Pas aidants. mal, On pas a, mal, pas mal. voilà. Vous voulez que j'étaye un peu plus ou... Non, ça va, ça va. Les évolutions, en fait, depuis le début du projet et maintenant, il y a eu des évolutions, des changements, ou alors vous avez l'idée du début était juste, était la bonne. Ouais, ben non, l'idée au début est jamais la bonne. En fait, moi, je dis toujours, parce qu'on me pose souvent la question, mais enfin, du coup, d'où émerge l'idée? En fait, moi, la question, c'était plutôt d'où vient le problème? Et c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, je pense que toute personne est capable de résoudre un problème si on comprend bien le problème. Et donc, Emobot, c'est avant tout un problème qu'on résout, qui est le problème de la problématique de la prise en charge des personnes âgées. Et derrière, bah, qui dit un bénéficiaire type une personne âgée. D'ailleurs, il y a toutes les personnes autour. Et donc, les personnes autour, bah, c'est les aides-soignants qui ont des problématiques. C'est la transparence pour les familles. Et c'est aussi la famille qui ne peut pas être au chevet constamment de son proche. Et du coup, on applique ce principe-là où du coup, on va essayer de relever toutes les problématiques et on va essayer de faire un outil qui va répondre à ces problématiques-là. Et donc, Emobot a émergé en même temps que notre compréhension en fait des problématiques du secteur. Par rapport à la dépression, qu'est-ce qu'on est capable de mesurer par rapport est-ce que ça c'est au point ou est-ce qu'il y a encore des travaux, de la recherche à faire? Mhm. Il y a énormément de choses à faire encore. On n'est pas capable aujourd'hui de détecter de façon automatisée la dépression, et j'ai envie de dire tant mieux, puisque ce sont quand même des symptômes humains, et donc heureusement qu'on a des psychologues ou des psychiatres qui sont là pour nous Ah oui, aider à ce ah oui, niveau-là. d'accord, je comprends, oui, oui. Nous, on essaie de travailler avec eux. Donc, par exemple, là, dans le premier test qu'on a mis en place il y a un mois, on travaille avec une psychologue qui, elle, s'occupe de calibrer l'état émotionnel de départ des résidents, et donc elle leur fait faire les questionnaires classiques. Du coup, pour répondre par rapport à la dépression, aujourd'hui, nous, ce qu'on arrive à faire au niveau de la dépression, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont la détection va être du coup détectée, enfin, pardon, dont la dépression va être détectée, c'est avec la présence d'un médecin qui va produire des questionnaires type GDS ou MMS par exemple. Et ces questionnaires, on va devoir faire verbaliser, donc à un moment T, une personne sur ses symptômes. Et du coup, on va essayer de relever des symptômes non verbaux à partir du coup de réponses verbales. Et on imagine bien que tout ça, c'est compliqué à faire en EHPAD avec des personnes qui ont des troubles cognitifs ou des troubles de la parole, ou même des troubles auditifs. Ce qui fait que nous, on essaie justement d'analyser tout ce qui est non verbal. Et justement, si on regarde aujourd'hui des échelles mondiales de quels sont les symptômes en fait de la dépression, la plupart des symptômes, 90%, sont des symptômes non verbaux. C'est du trouble du cycle du sommeil, c'est la personne se lève la nuit, c'est la personne commence à se refermer sur elle-même, il y a une apathie, c'est la personne ne communique plus, donc c'est pas du tout verbal, du coup, quand on communique plus. Et du coup, non, c'est ce qu'on essaie de voir en fait. On observe la personne, on observe sa gestuelle,
On observe du coup si elle se ressent sur elle-même, si elle devient de plus en plus apathique, si elle ne passe plus par les stades émotionnels progressifs. Et à partir de ça, on tire des sonnettes d'alarme. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que Et ça, on le fait en continu. si je comprends bien l'aspect intelligence artificielle, si j'ai bien compris, c'est qu'il va falloir que le robot soit à disposition de beaucoup de personnes pour pouvoir, pour pouvoir lui apprendre en fait que cette personne-là a des signes de dépression. Ou est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments de recherche qui existent pour pouvoir aller plus vite? Comment ça va se passer? En fait, il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est que nous, l'intelligence artificielle, elle est déjà terminée. La D'accord, première. La première qu'on a faite. En fait, elle a déjà appris à reconnaître les émotions. En fait, d'accord, nous, on se sert de l'apprentissage sur des émotions, qui a été fait sur des millions de données, pour d'accord, ensuite remplir des indicateurs et faire un suivi. Et vous voyez, nous, on ne s'intéresse pas vraiment à la dépression en tant que telle. Enfin, on s'intéresse à d'accord. produire des indicateurs qui nous permettent de Qui peut suivre mesurer, l'évolution d'accord. de la personne. Mais derrière, par contre, on est hyper intéressé, c'est ce qu'on a commencé à faire avec notre premier client, c'est aussi notre premier partenaire, c'est commencer à faire une campagne d'acquisition de données pour pouvoir justement spécifier l'apprentissage de notre première intelligence artificielle, la spécifier sur un public qui est complètement différent d'un public de recherche. C'est un public de personnes âgées qui a des D'accord. pathologies différentes et avec des masques aussi. Ça, on pourra en parler, mais il y a des masques supplémentaires qui font beaucoup plus difficile de déterminer des pathologies. Dans 5 ans, Emobot, ça pourrait être quoi? On va dire ça pourrait être quoi? Ouais. Mais ça, c'est une question, ça me fait peur. En fait, c'est hyper excitant comme question. Euh, nous, on aimerait, en fait, au départ, en termes d'évolution de la technologie, on pensait que le problème principal, c'est la fracture numérique. Et on parlait beaucoup de fracture numérique il y a 1 ou 2 ans. On se disait, mais attendez, il y a la solitude des personnes âgées, c'est dû à la fracture numérique. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit, en dialoguant avec les acteurs du secteur, que c'était la génération actuelle qui avait un problème, des difficultés avec la fracture numérique, mais que la génération qui allait arriver dans 5 et 10 ans, elle ne l'aurait plus. Et c'est ce qu'on commence à apercevoir. Les personnes âgées commencent à gérer le téléphone, à envoyer des mails, à petit faire des démarches sur le SNCF, par exemple. Et du coup, au début, on voulait faire un robot qui puisse interagir avec la personne. Et du coup, on a quand même ce rêve-là de faire un robot qui va complètement changer un peu le paysage des robots. Aujourd'hui, quand on parle de robots qu'on a à la maison, c'est Google Home ou Alexa, par exemple, ou Dis Siri sur l'iPhone. C'est des robots qu'on doit solliciter pour avoir une interaction. Et donc, ils sont réactifs. Vous voyez, on doit leur dire Dis Siri, dis-moi Oui, quelle heure il est. oui. Et on s'est rendu compte que ça, c'était pas du tout adapté aux personnes âgées. Et du coup, nous, notre rêve, c'est de faire un robot qui puisse solliciter par lui-même, donc être autonome, et directement solliciter la personne, lui faire des stimuli, en l'entraîner et l'encourager à nouveau à communiquer. Ça, c'est notre D'accord. rêve. Une conclusion à l'émission. Le sujet est génial. En plus, moi qui suis passionné par la psychologie, on pourrait aller loin. Mais bon, on va conclure la conclusion de l'émission. La conclusion de l'émission. Oui, Ah, ça, c'est la première fois qu'on me pose cette question, mais non, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on a une technologie qui n'existe pas, en fait, sur le terrain sur lequel elle est appliquée. Donc, pour l'instant, c'est les EHPAD. En fait, je parle beaucoup d'EHPAD parce que l'EHPAD, c'est un très beau terrain d'expérimentation qui nous permet d'avoir toutes les parties prenantes. Donc, du résident, en passant par la famille, jusqu'à l'aide-soignant, et ensuite la psychologue, le médecin coordinateur. Mais aujourd'hui, en fait, Emobot n'a pas vraiment de sens dans le long terme sur les EHPAD, parce que vous voyez la démographie actuelle et la direction qu'a pris les États français, enfin l'État français en tout cas, c'est une direction à domicile où on veut que les personnes bien vieillissent à domicile. Du coup, en fait, Emobot a beaucoup plus de sens à domicile où justement il y a encore moins de suivi, il y a encore moins d'encadrement et c'est encore plus difficile de suivre l'état émotionnel des personnes. Aujourd'hui, les personnes à domicile, globalement, se sentent seules. Je crois qu'il y a à peu près 2,5 millions de personnes, c'est un chiffre recensé par les petits frères des pauvres, de personnes qui vivent seules et qui sont en détresse émotionnelle. Et du coup, nous, la vocation des Mobots, c'est à se déployer en fait chez les gens. Et du coup, en fait, nous, nos prochains interlocuteurs, ce seront directement les familles et les gens qui vivent seuls chez eux. super. Merci, Tanel Petelot. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur d'Emobot. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric. Avec plaisir.